un maître ceinture noire demanda à la fille de la femme de ménage de se battre comme une plaisanterie. Quelques secondes plus tard, son premier geste glaça tout le dojo. « Laissez ma mère tranquille ». Les mots ne venaient pas de Carole Petit, l'agent d'entretien, figé par la peur, mais de sa fille de 13 ans, Abigail, qui se tenait à l'entrée du dojo, son sac d'école encore accroché à une épaule. Thierry Vasseur, l'instructeur ceinture noire, qui quelques instants plus tôt avait tourné Carole en ridicule devant ses élèves, se retourna avec un sourire narquois. « Qu'est-ce que tu as dit ?» petite ricana-t-il en s'avançant. Abigail ne sia pas. « Vous m'avez entendu. Excusez-vous. » La salle devint silencieuse. Les élèves bougèrent nerveusement. Une enfant venait de défier un homme qui se croyait intouchable. Ce qui allait suivre laisserait tout le dojo pétrifié d'incrédulité. Voici l'histoire d'une fille discrète qui, en protégeant un secret de famille, changea tout d'un seul coup. Avant de plonger plus loin, dites-nous en commentaire d'où vous nous lisez aujourd'hui. Nous adorons voir jusqu'où ces histoires voyagent. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la vidéo spéciale de demain. Maintenant, reprenons. Bonne lecture. La promesse d'une fille silencieuse à son grand-père était sur le point d'être rompue. Depuis 20 ans, le secret de sa famille avait été préservé. Mais ce soir, devant une foule d'étrangers, ce secret allait servir à défendre sa mère. L'odeur de sueur propre et de bois ciré emplissait le dojo Phénix élevant à Lyon. C'était un lieu de discipline, un temple dédié à l'art du combat. Au mur des photos encadrées d'anciens champions, fixait la salle d'un regard sévère. En dessous, une rangée de trophées méticuleusement polis brillait sous les néons blancs. Le silence du soir était d'ordinaire un réconfort pour Carole Petit. Cela signifiait que son travail touchait à sa fin. À 48 ans, Carole se déplaçait avec une efficacité discrète qui la rendait presque invisible. Depuis 6 mois, elle était chargée du nettoyage du dojo. Elle arrivait toujours, au moment où le dernier cours se terminait, sa blouse grise se confondant avec les ombres. Elle attendait patiemment que les élèves soient partis, avant de commencer son travail, transformant l'espace de violence contrôlé en un sanctuaire immaculé. Elle tirait une certaine fierté de son métier. Les parquets n'avaient jamais été aussi propres, les miroirs jamais aussi nets. Mais ce soir-là était différent. Le cours avancé, dirigé par le propriétaire et maître des lieux Thierry Vasseur, se prolongeait. Carole tenta de rester à l'écart, commençant dans les vestiaires. Elle entendait la voix tonitruante de Vasseur depuis la salle principale, sèche et autoritaire. C'était un homme qui aimait s'écouter donner des ordres. Carole termina les vestiaires et passa dans le hall d'entrée poussant son seau d'eau, savonneuse à roulettes. Il ne lui restait qu'à laver la salle principale avant de rentrer retrouver sa fille, Abigail. Elle jeta un coup d'œil discret. Vasseur démontrait un coup de pied complexe à un petit groupe de ses élèves, les plus assidus, tous ceinture noire. Il buvait ses paroles. Thierry Vasseur, la trentaine avancée, avait une carrure massive et musclée. Sa ceinture noire était nouée avec une perfection étudiée, ses extrémités tombant à la longueur idéale. Il se tenait avec une confiance qui frisait l'arrogance. Il considérait ce dojo comme son royaume, et tous ceux qui y entraient comme ses sujets. Carole attendit restant en marge du tatami. Elle plongea sa serpillière dans le seau, l'essorant, avant de commencer à nettoyer le parquet autour de la surface rembourrée. Elle avançait à reculons, concentrée sur son travail, essayant de demeurer invisible. Un des élèves, un jeune homme au sourire suffisant,
manqua une étape dans la séquence enseignée par Vasseur. Il trébucha légèrement. Vasseur s'arrêta net. « Qu'est-ce que c'était, Brian? Tu as oublié comment marcher. On n'est pas en train de danser la valse. Ici, c'est un art de combat. Cela exige la perfection. » Sa voix suintait le mépris. Le visage du jeune homme vira au rouge. « Désolé, maître, j'ai perdu l'équilibre. »« Non, tu as perdu ta concentration. » Corrigea sèchement Vasseur. « La concentration, c'est tout. Dès que tu la perds, tu es vulnérable. Un adversaire en profitera. Un vrai adversaire se moque de tes excuses. » Il claqua des mains, sa voix résonnant dans la salle. On reprend depuis le début. Et cette fois, essayez de ressembler aux ceintures noires que vous prétendez être. Les élèves reprirent leurs gestes plus tendus, plus prudents. Carole poursuivit son nettoyage dos à la classe. Elle avait presque terminé le pourtour. Alors qu'elle tirait sa serpillière pour un autre passage, le manche heurta une petite gourde métallique abandonnée sur le sol. Elle tomba avec un bruit métallique, roula de quelques mètres et s'arrêta au bord du tatami blanc. Toutes les têtes du dojo se tournèrent vers elle. Les élèves cessèrent de bouger. Le silence soudain était assourdissant. Carole se figea, le cœur serré. « Je suis vraiment désolée, » murmura-t-elle, le visage en feu de honte. Elle posa rapidement sa serpillière et se précipita pour ramasser la gourde. Thierry Vasseur se retourna lentement, le visage marqué par une irritation pure. Il la fixa comme si elle était un insecte tombé sur son parquet impeccable. « Qu'as-tu dit ?» demanda-t-il d'une voix faussement douce. « J'ai dit pardon, monsieur », répéta Carole un peu plus fort, la gourde à la main, sans savoir quoi en faire. C'était un accident. Vasseur s'avança vers elle, ses pas lents et délibérés. Il s'arrêta à quelques centimètres, l'obligeant à lever les yeux. « Un accident », répéta-t-il en laissant le mot flotter dans l'air. Son regard balaya l'uniforme gris usé, les gants de ménage abîmés et le seau d'eau sale. Un sourire condescendant se dessina lentement sur son visage. « Ici, c'est un lieu de concentration, » déclara-t-il, haussant le ton, pour que tous ses élèves entendent. « Nous pratiquons un art dangereux. Les distractions peuvent être fatales. Tu comprends ? » « Oui, monsieur, je comprends. Ça n'arrivera plus, » répondit Carole, la voix légèrement tremblante. Elle n'aspirait qu'à disparaître, mais Vasseur n'avait pas fini. Il voyait une occasion, une scène à jouer pour son public. « Tu sais, » dit-il en la contournant comme un requin, « je t'ai souvent regardé travailler. Tu viens chaque soir pousser cette serpillière, si silencieuse, si humble. » Le mot sonna comme une insulte. Il se tourna vers ses élèves. « Attention, tout le monde, nous avons une invitée spéciale pour le cours de ce soir. » Quelques élèves ricanèrent nerveusement. Brian, celui qui avait trébuché plus tôt, parut soulagé que l'attention ne soit plus sur lui. Un autre élève plus réfléchi, Benoît Martin, observa la scène d'un air soucieux, les bras croisés. Il semblait mal à l'aise. « Dis-moi, » reprit Vasseur en revenant vers Carole, « d'après toi, que faisons-nous ici chaque jour ?» Carole hésita, déconcertée. « Vous enseignez les arts martiaux, monsieur. »« J'enseigne les arts martiaux, » imita-t-il d'une voix aiguë et moqueuse. « Exact. Et qu'est-ce que ça signifie ? » « Cela signifie que nous enseignons la force, la discipline, le respect. » Il marqua une pause dramatique. C'est savoir où est sa place dans le monde. Certains sont des combattants. Ils dirigent. Ils inspirent le respect. Il se désigna, lui et ses élèves. Et d'autres, eh bien, d'autres lavent les sols. La morsure de ces mots fut violente. Carole sentit une boule lui monter à la gorge. Elle avait travaillé dur toute sa vie. Elle avait élevé seule une fille, lui apprenant toujours la dignité du travail, honnête.
et maintenant devant ces étrangers, son métier devenait une moquerie. Je parie que tu n'as jamais connu un vrai combat de ta vie, n'est-ce pas? Insista Vasseur, son sourire s'élargissant. Carole secoua la tête, les yeux fixés au sol. Non, monsieur, évidemment, ricana-t-il. Tes mains sont faites pour frotter, pas pour frapper. Puis il fit quelque chose qui glaça l'assemblée. Il la désigna du doigt. Et si on faisait une petite démonstration pour la classe? La tête de Carole se releva brusquement. Quoi? Une démonstration? Toi et moi, là, sur le tatami, dit Vasseur, ses yeux brillants d'un éclat cruel. Nous allons montrer à ces élèves la différence entre un guerrier entraîné et une personne ordinaire. La salle devint entièrement silencieuse. Les élèves fixaient la scène, partagés entre le choc et une curiosité morbide. Benoît, l'élève réfléchi, fit un demi-pas en avant, comme pour intervenir, puis s'arrêta incertain. Carole était horrifiée. « Monsieur, je ne peux pas, je ne sais pas me battre. C'est bien le but, » s'exclama Vasseur, avec un grand rire théâtral. « Ce sera une expérience éducative. Je ne te ferai pas trop mal. » Il désigna le centre du tatami avec un geste grandiloquent. « Allez, ne sois pas timide. Montre à mes élèves ce qui arrive quand quelqu'un, sans discipline, entre dans un monde qu'il ne comprend pas. » Les larmes montèrent aux yeux de Carole. Elle se sentait piégée. Refuser, c'était s'exposer à plus d'humiliation. Accepter, c'était impensable. Elle était femme de ménage, mère de famille, pas un accessoire pour flatter l'ego de cet homme. « S'il vous plaît, monsieur, » supplia-t-elle, la voix brisée. « Laissez-moi juste finir mon travail. Quoi, tu as peur ?» la provoqua-t-il. « Ne t'inquiète pas, je serai indulgent. » C'est à cet instant qu'une nouvelle voix trancha l'atmosphère tendue. Douce mais lourde de poids. « Laissez ma mère tranquille. » Tous se tournèrent. À l'entrée du dojo se tenait une jeune fille. Elle n'avait pas plus de 13 ans. Ses cheveux blonds étaient attachés en une simple queue de cheval. Elle portait un jean et un sweat gris, un cartable à la main. C'était Abigaël. Elle était venue, comme souvent, raccompagner sa mère. Elle avait dû assister à toute la scène humiliante depuis quelques minutes déjà. Son visage était pâle, mais ses yeux bleus restaient fermes, fixés droit sur Thierry Vasseur. Il n'y avait aucune peur dans son regard, seulement une concentration froide et limpide. Thierry Vasseur sembla surpris un instant, puis éclata de rire, un rire dur et laid. « Eh bien, voilà le petit chaperon rouge venu sauver sa maman du grand méchant loup. » Il s'avança d'un pas fanfaron vers Abigaël, la dominant de toute sa hauteur. « Qu'as-tu dit, petite ?» ?»« J'ai dit. Laissez-la tranquille, » répéta Abigaël, d'une voix parfaitement égale. Elle ne broncha pas sous son regard intimidant. Elle ne fait que son travail. Vous n'avez aucun droit de la traiter ainsi. L'amusement de Vasseur grandit. Aucun droit. J'ai tous les droits. C'est mon dojo, mes règles. Il se pencha davantage, baissant la voix, jusqu'à un murmure conspirateur, mais assez fort pour que tout le monde entende. Ta mère semait le désordre. Et maintenant toi aussi. Peut-être que vous avez toutes les deux besoin d'une leçon de respect. Carole accourut près de sa fille, posant un bras protecteur autour de ses épaules. « Abby, non, ne fais pas ça, » chuchota-t-elle d'une voix pressante. « Partons. »« On ne partira pas, maman, » répondit Abigaël sans quitter Vasseur des yeux. Pas avant qu'il s'excuse. Le mot « excuse » sembla provoquer chez lui la plus grande hilarité. Il renversa la tête en arrière et éclata d'un nouveau rire tonitruant. Ses élèves l'imitèrent certains avec gêne, d'autres franchement amusés. Le dojo, censé être un lieu de discipline, s'était transformé en cours d'école, et Carole avec sa fille
en devinrent les souffres-douleurs. M'excuser, reprit Vasseur, essuyant une larme de rire. M'excuser auprès d'elle. Pourquoi? Pour avoir voulu lui apprendre un peu de la vraie vie. Son regard passa d'Abigaël à Carole, puis revint vers la fillette. Une nouvelle idée cruelle germa dans son esprit. La démonstration qu'il avait prévue était bonne, mais celle-ci serait encore meilleure. Tu sais quoi, dit-il, son sourire virant au prédateur. Tu as du cran, gamine, je te l'accorde, mais le cran ne suffit pas dans ce monde. Il faut la force pour l'appuyer. Il se redressa et s'adressa à ses élèves. Changement de programme. La démonstration aura bien lieu, mais nous avons une nouvelle volontaire. Il pointa un doigt épais vers Abigaël. Puisque la fille est si impatiente de défendre l'honneur de sa mère, elle prendra sa place sur le tatami. Un murmure parcourut les élèves. Ce n'était plus une simple mauvaise blague, c'était une limite franchie. Défier une femme adulte était déjà condamnable. Défier une enfant était impensable. Benoît finit par prendre la parole. « Maître, peut-être que ce n'est pas une bonne idée. C'est juste une gamine. » Vasseur lui lança un regard glacé. « Tu oses remettre en cause ma pédagogie, Benoît. Je croyais t'avoir appris mieux que ça. C'est la leçon ultime, une question de conséquence. Elle veut entrer dans le monde des guerriers. Elle sera traitée comme telle. » Puis il reporta son attention sur Abigaël, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. « Alors, petite héroïne, tu veux que je m'excuse auprès de ta mère? Gagne-le. Monte sur le tatami avec moi. Juste une petite mise à l'épreuve. Si tu arrives ne serait-ce qu'à me toucher une seule fois, je me mettrai à genoux et je présenterai mes excuses à vous deux. Mais si tu n'y arrives pas... » Il laissa la menace flotter dans l'air. Carole serra sa fille contre elle. Abby ne l'écoute pas. C'est un homme cruel. On s'en va maintenant. Elle essaya de la tirer vers la sortie, mais la fillette resta ferme les pieds, semblant enracinés au sol. Abigaël regarda le visage de sa mère, les traces de larmes sur ses joues, la honte profonde dans ses yeux. Elle y lut les années de dur labeur, les sacrifices silencieux, l'amour indéfectible, et dans cet instant, une promesse résonna dans sa mémoire. Une promesse faite à son grand-père, dans son jardin ensoleillé, au parfum d'herbes coupées. Les techniques que je t'enseigne, Abby, avait dit Michel Petit, d'une voix grave et douce, ne sont pas pour le sport, ni pour l'orgueil. Elles sont pour la protection. Tu ne les utilises que lorsqu'il n'y a pas d'autre choix. Tu t'en sers pour défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. C'était l'un de ces moments. Il n'y avait pas d'autre choix. Abigaël écarta doucement le bras de sa mère de son épaule. Elle lui adressa un petit sourire rassurant qui n'atteignit pas vraiment ses yeux. « Ça va, maman. Je dois le faire. » Puis elle se tourna vers Vasseur, l'expression impassible. « Vous voulez vous battre contre moi ?» demanda-t-elle d'une voix claire et calme. « Très bien. J'accepte votre défi. » Le rire dans le dojo s'éteignit instantanément. Les élèves restèrent bouche bée. Une fille de 13 ans venait-elle vraiment d'accepter d'affronter un maître ceinture noire, 3e dan? La mâchoire de Vasseur s'ouvrit un instant, avant qu'un large sourire incrédule n'étire son visage. Il n'en revenait pas de sa chance. Voilà une histoire qu'il raconterait pendant des années. La nuit où une petite fille tenta de jouer les héroïnes dans son dojo. « Excellent !» tonna Thierry Vasseur, en frappant dans ses mains. Tout le monde encercle le son en vue. Il trépignait presque d'excitation, gonflé d'une joie arrogante. Carole regardait pétrifiée, tandis que sa fille retirait son sac à dos et le posait soigneusement sur un banc. Abigaël s'avança jusqu'au bord du tatami, ôta ses baskets usées, qu'elle plaça bien droites, l'une à côté de l'autre,
Puis avec une maîtrise qui semblait étrangère à une enfant de son âge, elle entra sur le tapis, immaculée. Elle marcha jusqu'au centre et s'immobilisa, seule, petite silhouette frêle, dans un espace immense, encerclée par des hommes adultes. En face d'elle, Vasseur faisait son numéro étirant son cou, craquant ses articulations, jouant au guerrier puissant, prêt à infliger une leçon humiliante. Il savourait le moment, rallongeant le supplice. « Les règles sont simples, annonça-t-il d'une voix forte, pour que tous entendent. Je vais t'apprendre ce qu'est le respect. Ton rôle à toi sera simplement de survivre. » Abigail ne répondit pas. Elle le fixait, sa respiration lente et régulière, les mains détendues le long du corps. Elle semblait parfaitement calme, mais dans sa poitrine, son cœur battait, comme le tambour d'un soldat en marche. Elle avait peur, bien sûr, mais la voix de son grand-père résonnait en elle, comme une ancre apaisante, dans une mer agitée, respire, Abby. La peur n'est qu'une visiteuse. Laisse-la venir, reconnais-la, puis laisse-la repartir. Ne la laisse pas s'installer dans ton esprit. Ta concentration est ta forteresse. Elle inspira profondément, expira lentement. La visiteuse s'en allait. Vasseur termina son échauffement théâtral. « Prête petite » ricana-t-il. Abigail hocha lentement la tête. Bien dit-il avec un sourire cruel. « Commençons. » Il adopta une garde classique, poing levé, corps tendu comme un ressort. Il paraissait puissant, dangereux, sûr de lui. Et puis, Abigail bougea. Ce n'était pas spectaculaire. Elle ne leva pas les poings. Elle ajusta simplement la position de ses pieds écartés à la largeur des épaules. Ses genoux se fléchirent à peine, ses épaules, jusque-là tendues, s'abaissèrent et se relâchèrent. Ses mains montèrent lentement ouvertes, l'une légèrement devant l'autre. Ce n'était pas une posture issue d'un art martial que les élèves connaissaient. C'était simple, ancré, étrangement efficace. Rien n'était superflu. Chaque ligne de son corps semblait solide, équilibrée, prête. Benoît l'élève, qui avait tenté d'intervenir, sentit un frisson le parcourir. Il avait étudié des années différents arts martiaux, regardé de vieux films, lu des ouvrages sur les grands maîtres. Il n'avait jamais vu cette posture en vrai, mais il en avait aperçu des croquis dans un vieux manuel jauni consacré au système de combat militaire. Une position conçue pour une seule chose, l'efficacité absolue dans la neutralisation d'une menace. Vasseur, lui, ne remarqua rien. Il ne vit qu'une gamine, les mains levées. C'est censé être quoi? Ça se moqua-t-il. Tu veux me taper dans la main ou tu abandonnes déjà? Abigail resta silencieuse. Ses yeux bleus fixaient l'homme, non pas avec colère, mais avec une intensité troublante, comme si elle résolvait une équation complexe. Elle analysait sa posture, la répartition de son poids, la tension de ses épaules. Agacé par son absence de peur, Vasseur décida d'en finir vite. Il l'humilierait d'un seul coup sec. Il s'élança. C'était un coup de pied frontal d'école dirigé vers son abdomen. Rapide, puissant pensée pour couper la respiration et repousser violemment un adversaire. Pour une fillette de 13 ans, l'impact aurait été terrible. Mais le coup ne toucha jamais sa cible. Au moment où son pied allait heurter Abigail, déplaça légèrement son poids. Un mouvement infime, presque imperceptible. Elle pivota sur la pointe de son pied d'arrière, tournant son corps juste assez pour que le coup passe à un souffle d'elle, manquant sa cible de moins de 2 centimètres. Le mouvement était fluide, économique, comme une branche de saule pliant sous le vent. Vasseur se retrouva soudain déséquilibré, la jambe trop tendue, le flanc complètement exposé. Il s'attendait à frapper une cible solide. Il ne rencontra que le vide.
Il chancela se rattrapant de justesse pour ne pas tomber. Une seconde de silence pesa sur le dojo. Les élèves retenaient leur souffle. Ils venaient d'assister à l'impossible. Une enfant sans formation visible venait d'esquiver sans effort l'attaque signature d'un maître ceinture noire. Vasseur se retourna le visage déformé par la confusion et la rage. « Coup de chance !» grogna-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Puis, il attaqua de nouveau cette fois avec une rafale de coups de poing, un direct du gauche, suivi d'un crochet du droit. Une combinaison classique, rapide et directe. Cette fois, Abigaël ne pivota même pas. Alors que le direct fusait vers son visage, Abigaël inclina simplement la tête de côté. Le poing frôla son oreille. Le crochet suivit aussitôt, mais elle se cambra en arrière par la taille, sans bouger les pieds. Le second coup traversa l'air à l'endroit précis où sa tête se trouvait une seconde auparavant. Elle avait esquivé 2 frappes fulgurantes, en se déplaçant de quelques centimètres seulement. « Tes mouvements sont trop larges, » dit Abigaël. Sa voix était douce, mais dans le silence mortel du dojo, elle résonnait comme le verdict d'un juge. « Tu annonces tes intentions avec tes épaules. » Thierry Vasseur la fixa la poitrine, haletante. Ce n'était pas possible, ça ne pouvait pas arriver. Une enfant critiquait sa technique parfaite. Une brûlure d'humiliation rongea son ventre acide et brûlante. Son univers de domination patiemment construit se fissurait. Le respect de ses élèves s'évaporait, il le voyait dans leurs yeux grands ouverts, incrédules. Il perdit le contrôle. Toute idée de donner une leçon disparut remplacée par un besoin brut primal d'écraser la source de sa honte. Il poussa un rugissement de fureur et se jeta sur elle, ses bras fouettant l'air sans cohérence. Ce n'était plus un maître d'arts martiaux, mais un vulgaire voyou. Il lança un crochet large, un coup désespéré porté, avec tout son poids et toute sa rage. Malhabile, incontrôlé, mais terriblement puissant. S'il atteignait sa cible, ce serait catastrophique. Abigaël observa le coup arriver. Le monde sembla ralentir. Elle vit la rage dans les yeux de Vasseur, le désespoir dans sa posture. Elle ressentit une lueur de pitié, aussitôt noyée par le souvenir des larmes de sa mère. L'ouverture apparut. Elle ne recula pas. Elle n'esquiva pas. Au lieu de cela, alors que le poing massif s'abattait, elle fit un petit pas en avant, entrant dans l'arc du cou. Et elle frappa. Ce n'était ni un poing, ni un coup de pied. C'était tout autre chose. Sa main gauche se déploya paume ouverte, déviant le bras de Vasseur au niveau du poignet, utilisant son propre élan pour l'entraîner encore plus dans le déséquilibre. Au même instant, sa main droite jaillit. Un éclair de mouvement trop rapide pour être suivi. Son premier véritable coup de tout le combat. Elle ne visa ni la tête ni la poitrine. Elle visa un point précis sous la cage thoracique, le plexus solaire. Ses doigts étaient tendus rigides comme une pointe de lance. L'impact résonna d'un son sec définitif, semblable au craquement d'une branche sèche. L'effet fut instantané, absolu. Vasseur se figea. Tout son corps devint rigide. Le coup sauvage qu'il avait lancé retomba mollement à son côté. Le rugissement de rage mourut dans sa gorge, remplacé par un hoquet étranglé. Ses yeux auparavant enflammés de fureur s'écarquillèrent de stupeur et d'incompréhension. Il ne pouvait plus bouger, il ne pouvait plus respirer. C'était comme si un courant électrique avait traversé son système nerveux court-circuitant tout. Le dojo entier se figea avec lui. Chaque élève, chaque personne dans la salle resta pétrifiée comme changée en statue. Les bouches ouvertes, les yeux rivés sur la scène, au centre du tatami, l'immense ceinture noire, figée, paralysée,
par la main d'une fillette de 13 ans. Abigaël retira sa main et recula calmement d'un pas. Elle demeura dans sa posture simple et équilibrée, le visage impassible. Elle n'avait même pas transpiré. Le silence s'étira, 5, 10, 15 secondes. Un silence lourd, suffocant, rempli d'une évidence terrifiante. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas de la chance. C'était autre chose. Enfin le corps de Vasseur céda. Il ne tomba pas, il s'effondra, se repliant sur lui-même, comme un bâtiment qu'on dynamite. Il s'écrasa à genoux sur le tatami dans un bruit sourd, ses mains serrant son abdomen, son corps convulsant, alors qu'il luttait désespérément pour aspirer une bouffée d'air. Un affreux râle étranglé fut le seul son qui troubla le silence du dojo. Abigaël baissa les yeux vers l'homme qui suffoquait au sol. Puis elle releva la tête, son regard, balayant les visages stupéfaits des élèves, formant le cercle. Sa voix calme mais tranchante comme une lame fendit le silence. Quelqu'un d'autre veut-il une leçon? Personne ne bougea. Le seul bruit fut le souffle sifflant pitoyable de Vasseur, agenouillé sur le tatami comme un suppliant devant une reine. Lui qui se croyait maître de ce lieu roi de son petit royaume, venait d'être réduit à néant par le toucher d'une enfant. L'air était lourd, saturé d'un mélange d'ozone et d'incrédulité. Ce fut Carole qui brisa l'envoûtement. Un sanglot étranglé lui échappa, et elle se précipita sur le tatami. Sa peur pour sa fille, un instant remplacée par l'effroi de son impossible victoire, l'envahit à nouveau. Que venait de faire Abigaël? Elle la saisit dans ses bras à moitié pour la protéger à moitié, pour l'arracher à la scène de ce triomphe invraisemblable. Abi, mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Murmura-t-elle, la voix tremblante. Abigaël ne répondit pas tout de suite. Elle se blottit dans les bras de sa mère, et pour la première fois depuis qu'elle avait pénétré dans le dojo, un frisson parcourut sa frêle silhouette. L'adrénaline retombait, laissant place à la réalité brutale de ce qui venait de se passer. Elle avait utilisé les techniques que son grand-père lui avait enseignées. Elle avait rompu sa promesse de ne les employer qu'en défense, et l'avait fait d'une manière irrévocable. De l'autre côté du tatami, les élèves commencèrent à bouger leurs esprits, redémarrant lentement après le choc du crash système auquel ils venaient d'assister. Ils regardèrent Vasseur, puis la petite blonde, serrée contre sa mère. C'était comme voir une souris qui avait terrassé un lion. Cela n'avait aucun sens. Leur conception entière de la force et du pouvoir venait d'être renversée. Brian, l'élève arrogant, moqué plus tôt par le maître, était livide. Il avait vu le coup. Il n'en avait pas compris la mécanique, mais il en avait constaté l'effet. Il fit un pas en arrière, malgré lui, comme si mettre de la distance entre lui et la fillette pouvait le protéger de l'impossible qu'il venait de contempler. Benoît, en revanche, fit l'inverse. Il s'avança d'un pas lent. Ses yeux n'exprimaient pas la peur, mais une curiosité naissante, électrisante. Dans sa tête, il repassait la séquence, image par image, l'esquive, la déviation, la frappe. C'était d'une efficacité brutale, d'une précision chirurgicale. Pas une technique de sport, mais une technique de combat. Il en avait lu la description dans de vieux livres que son propre grand-père, ancien, appelé d'Algérie, lui avait donnés. Des manuels sur le combat rapproché, élaborés dans le creuset de la guerre, où il n'y avait ni règle, ni point, ni arbitre, seulement la survie. Il s'arrêta à distance respectueuse d'Abigaël et de sa mère. Il inclina légèrement la tête, un signe de respect qu'il n'avait jamais offert à Vasseur avec sincérité. « C'était du Krav Maga, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'une voix basse et hésitante, mais claire dans la salle silencieuse.
ou quelque chose d'approchant, une discipline militaire. Abigaël se détacha un peu de sa mère et regarda Benoît. Elle vit dans ses yeux une curiosité sincère, non de la peur, ni de la malveillance. Elle acquiesça d'un léger signe presque imperceptible. « C'est mon grand-père qui m'a appris », dit-elle simplement. Sa voix était redevenue ferme. Vasseur réussit enfin à aspirer une bouffée d'air haletante et douloureuse. La souffrance s'atténuait, mais une sensation bien pire prenait sa place, la brûlure glaciale de l'humiliation totale. Il se redressa péniblement, les jambes tremblantes, le visage tordu par la fureur et la honte. « Discipline militaire », cracha-t-il d'une voix rauque. Il cracha sur le tatami. C'était un coup bas, une ruse. Ce n'est pas de l'art martial. Vous avez tort, Sensei, répliqua Benoît, en se tournant vers lui, le titre honorifique dégoulinant d'ironie. C'était la définition même des arts martiaux, l'art de la guerre. Vous avez provoqué une civile, et elle a mis fin au combat. C'est bien cela, non? Les yeux de Vasseur s'écarquillèrent. L'audace de son propre élève osant le reprendre. C'est une enfant. Elle m'a attaqué, gémit-il. Vous l'avez provoquée, corrigea calmement Benoît. Vous avez humilié sa mère. Vous avez créé cette situation. Nous l'avons tous vu. Il balaya la salle du regard, défiant les autres de le contredire. Personne ne croisa ses yeux. Tous fixaient, le sol, le plafond, n'importe où, sauf leur maître vaincu. Leur loyauté, autrefois absolue, venait d'être brisée. Pendant ce temps, Abigaël était absorbée dans un souvenir. Le nom de son grand-père résonnait dans son esprit. Il s'appelait Michel Laurent. Pour le monde, il avait été un facteur retraité, un homme tranquille, qui aimait jardiner et raconter de mauvaises blagues. Il avait été le père de Carole, le grand-père adoré d'Abigaël. Mais avant tout cela, il avait été sergent dans une unité spécialisée de l'armée française, une unité dont l'existence même n'était pas officiellement reconnue. Il n'avait jamais parlé de guerre à sa petite fille, jamais de bataille, jamais de gloire. À la place, il lui avait transmis la leçon la plus importante, la préservation de la vie. Elle se souvenait d'un après-midi ensoleillé, dans le petit jardin bien ordonné de son grand-père, alors qu'elle avait 9 ans. Il lui montrait comment désarmer un assaillant armé d'un bâton. Elle était frêle, et il lui apprenait à utiliser le levier et l'élan de l'adversaire, pas la force brute. « Tu vois, Abby, disait-il, en déviant sans effort sa tentative maladroite de saisir le manche du balai qu'il tenait. Le combat, ce n'est pas la colère. La colère te rend brouillon, prévisible. Le combat, c'est le calme. C'est comme une conversation silencieuse avec le corps de ton adversaire. Tu écoutes ce qu'il dit. Où est le poids? Où est la tension? Où est l'ouverture? Il s'était accroupi pour être à sa hauteur, son regard sérieux, mais empreint de bienveillance. « Les techniques que je t'enseigne sont dangereuses, disait Michel Laurent. Elles ont été conçues pour des soldats, pour des situations où ta vie est en jeu. Ce ne sont pas des jouets, ce sont des outils que l'on garde enfermés dans une boîte. On n'ouvre cette boîte que pour 2 raisons. Quelle raison Papy avait demandé à Abigaël, le front plissé? La première, si quelqu'un essaie de te faire du mal à toi ou à un être que tu aimes et que tu n'as aucun autre moyen de fuir. La deuxième, dit-il en posant un doigt sur sa poitrine, et c'est la plus importante, tu les utilises pour protéger quelqu'un qui ne peut pas se protéger lui-même. Tu utilises ta force comme un bouclier pour les faibles, jamais comme une épée pour ton orgueil. Tu comprends. Elle avait hoché la tête gravement. Je comprends, Papy. Promets-moi, Abigaël, avait-il insisté. Promets-moi que tu respecteras cela, que tu ne t'en serviras jamais pour un trophée, pour te venger ou pour frimer.
Tu ne les utiliseras qu'en dernier recours pour protéger, je le promets, avait-elle chuchoté, et elle le pensait. Une larme roula sur sa joue dans le présent. Avait-elle rompu cette promesse, ce soir? Elle n'avait pas été en danger physique, mais sa mère, elle avait été blessée. Pas son corps, mais son esprit. Sa dignité avait été attaquée. Thierry Vasseur avait tenté de la briser, de l'humilier pour son amusement. Et Abigaël avait jugé que cela constituait un tort grave. Alors, elle avait ouvert la boîte. Son grand-père était mort 2 ans plus tôt, laissant dans sa vie un vide impossible à combler. Mais ces leçons demeuraient gravées dans sa mémoire musculaire. Il lui avait laissé un don et un lourd fardeau. Voyant l'opinion basculer contre lui, Vasseur se réfugia dans le dernier recours des tyrans vaincus, la menace. Dehors, gronda-t-il, en pointant un doigt tremblant vers Abigaël et Carole. Dehors toutes les deux. Tu es renvoyé, ajouta-t-il en jetant à Carole un regard venimeux. Puis, se tournant vers Abigaël, « Et toi, si jamais je te revois près d'ici, j'appelle la police. » C'était une agression. Carole sursauta, mais Abigaël tint bon. « Vous n'appellerez pas la police, » dit-elle d'une voix glaciale, « parce qu'il vous faudrait expliquer pourquoi vous étiez en train de vous battre avec une fille de 13 ans. Vous croyez qu'on vous croira victime ?» Le visage de Vasseur passa du rouge au blanc. Elle avait raison. Il était piégé. Il y avait des témoins. Sa réputation, sa carrière, tout s'écroulait autour de lui. « J'ai dit dehors » hurla-t-il, la voix brisée. Carole tira sa fille vers la sortie. Abigaël ramassa ses baskets et son sac à dos, chaque geste mesuré. En passant devant la vitrine de trophées, elle les trouva soudain insignifiants, de simples symboles creux d'une victoire sans valeur. Benoît s'avança. « C'était incroyable, » dit-il avec admiration. « Ton grand-père devait être un grand homme. » Abigaël s'arrêta, lui offrit son premier vrai sourire de la soirée. « Il l'était, » répondit-elle. « C'était le meilleur. » Puis elle sortit, avec sa mère dans la fraîcheur de la nuit, laissant derrière elle un dojo en ruine. Les élèves restèrent figés dans un silence gêné. Leur maître était vaincu, humilié, leurs certitudes effondrées. Vasseur se tenait au centre du tatami, son royaume réduit à une simple salle. Il regarda les visages de ses élèves et n'y vit plus ni respect, ni adoration, mais de la pitié, du mépris, du doute. Le silence fut rompu par Brian, qui prit son sac et quitta la salle sans un mot. Un autre suivit, puis un autre. En quelques minutes, le dojo fut vide, à l'exception de Vasseur et de Benoît. « Qu'est-ce que tu attends ?» lança Vasseur d'une voix tremblante. « Pars comme les autres. » Benoît secoua la tête. « Je ne pars pas parce que je vous ai perdu du respect, sensei. Je pars parce que je viens de comprendre que je n'ai rien appris d'important ici. » Il marcha vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Vous parliez de force et de discipline, mais cette petite en avait plus dans un seul doigt que vous n'en aurez jamais dans tout votre corps. Vous nous avez appris à nous battre, son grand-père lui a appris pourquoi se battre, et vous venez d'apprendre la différence. » Abigaël prit la main de sa mère et marchèrent en silence. Benoît avait refermé la porte doucement derrière lui, laissant Thierry Vasseur, seul avec l'odeur de sueur propre, le parfum du bois ciré et l'éclat de sa propre ruine. Le retour à pied fut silencieux. Les réverbères projetaient de longues ombres déformées qui semblaient danser à la limite de leur champ de vision. Carole serrait la main de sa fille, sa poigne si forte qu'on aurait dit qu'elle craignait qu'Abigaël ne s'envole. Elle revoyait la scène en boucle, les railleries cruelles, le défi inconcevable, la voix posée de sa fille, le flou du mouvement,
le bruit sec, du coup la chute de cet homme, arrogant. Tout cela lui semblait surréel. Elle savait que son père avait été dans l'armée. Elle savait qu'il avait appris à Abigail quelques rudiments d'autodéfense dans le jardin. Elle avait cru que c'était juste un geste de grand-père pour renforcer la confiance de sa petite fille, pour lui apprendre à regarder autour d'elle. Jamais, pas une seule fois, elle n'aurait imaginé cela. De retour dans leur petit appartement, soigné du 3e étage d'un vieil immeuble en pierre, le silence entre elles devint lourd. Carole alla à la cuisine et mit la bouilloire sur le feu, les gestes automatiques. Abigail remonta à sa chambre et ferma la porte. Carole s'appuya sur le plan de travail et attendit que l'eau bout. Qui était vraiment sa fille? Qui était vraiment son père? Toute sa vie, Michel avait été un homme discret et doux. Il réparait son vélo, aidait aux devoirs, l'avait soutenu le jour de son mariage. C'était son roc, un homme d'habitudes simples et d'un amour profond et constant. Elle ne parvenait pas à concilier cette image avec l'efficacité mortelle qu'elle avait vue dans les mains de sa fille, une efficacité qu'il lui avait manifestement transmise. La bouilloire se mit à siffler, perçant le calme de l'appartement. Carole versa l'eau brûlante dans 2 tasses, les mains légèrement tremblantes, glissa une sachet de tisane de camomille dans chacune, puis alla frapper doucement à la porte d'Abigail. « Abby, je peux entrer ?» Une voix étouffée répondit de l'intérieur. Carole entra. Abigail était assise au bord de son lit, toujours en sweat et en jean, le sac au sol, les baskets usées, soigneusement rangées à côté. Elle fixait une photo encadrée posée sur la table de nuit, elle et papy Michel dans son jardin riant, à la caméra lui le bras autour d'elle, pendant qu'elle tenait un petit arrosoir jaune, l'image d'un après-midi parfaitement ordinaire. Carole s'assit à côté d'elle et lui tendit une tasse. Abigail prit la tasse, ses doigts, cherchant la chaleur. « J'ai rompu ma promesse, maman, » murmura-t-elle, presque inaudiblement. « Quelle promesse ?» demanda Carole doucement. « Papy m'avait fait promettre. Je ne devais utiliser ces choses que pour protéger seulement en dernier recours, quand il n'y avait vraiment pas d'autre issue. » Elle leva les yeux, ses prunelles bleues, embuées de larmes. Il serait si déçu de moi. Carole posa sa tasse et serra sa fille contre elle. Non, mon cœur, non, il ne le serait pas. Elle la tint fort. Tu nous as protégés, tu as été un bouclier, c'est exactement ce qu'il aurait voulu. Je l'ai entendu aussi, chuchota Abigail dans l'épaule de sa mère. Je n'avais pas besoin de le frapper. J'aurais pu simplement le repousser. J'étais en colère. Papy disait « La colère te rend imprécise ». Elle avait raison, ajouta-t-elle avec peine. J'ai voulu lui faire mal pour ce qu'il t'a dit. Carole caressa les cheveux blonds de sa fille. En comprenant enfin la discipline que son père avait enseignée n'était pas que physique, c'était une morale, un code. Abigail, à 13 ans, s'y tenait, avec une exigence presque impossible. Ce qu'il a dit était cruel, souffla Carole, la voix emplie d'émotion. Et ce qu'il comptait faire, il voulait te blesser pour m'enseigner une leçon. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu as mis fin à la chose rapidement. Tu n'as pas déclenché une rixe. Tu as gardé le contrôle. Tu as fait preuve de discipline. C'est exactement ce que ton grand-père t'a appris. Contrôler une mauvaise situation. Elles restèrent longtemps silencieuses, sirotant leur tisane. La chaleur des tasses et la simple présence mutuelle dissipaient peu à peu le froid de la soirée. Il était soldat, n'est-ce pas? Demanda finalement Carole la question qu'elle avait gardée au fond d'elle depuis le début. Abigail hocha la tête. Oui, il faisait partie d'un groupe spécial. Il disait que beaucoup de ce qu'il faisait restait secret.
Il m'a expliqué qu'il était parti parce qu'il voyait trop de gens bien employer leurs forces pour de mauvaises raisons, l'orgueil, le pouvoir. Quand il a su qu'il aurait un enfant, il a voulu que tu ne vois jamais ce côté-là du monde. Il voulait être jardinier-facteur, un père normal. Peu à peu, tout commençait à prendre sens. Voici Fantiep Teo Dish, Santieng Fab Dieu, Shin Chofu Hop, Voaboakan, Fab Va Jiu, Kash Xuong, Dong Shiki, Ket Tuk Mo Ishin, l'ont le naturel, réservé de son père, son dégoût pour les films violents. Sa boussole morale, inébranlable, ce n'était pas de la faiblesse, mais un choix conscient, la discipline d'un homme qui avait vu le pire de l'humanité et qui avait choisi d'en embrasser le meilleur. Il avait tenté de transmettre ce choix, cette discipline, à sa petite fille. « Il faut que je te dise quelque chose, maman », dit Abigaël, d'une voix grave. « Thierry ne laissera pas tomber. Les hommes comme lui n'ont que leur orgueil. Quand tu leur prends ça, ils deviennent dangereux d'une autre façon. Il va essayer de nous nuire. Pas avec ses poings, il trouvera une autre façon. » Carole regarda sa fille, l'âme ancienne, qui brillait dans ses yeux jeunes. La peur qu'elle avait ressentie plus tôt revint mais transformée. C'était désormais un œuf froid et déterminé. Son père l'avait protégée des laideurs du monde. Sa fille venait de faire de même. Maintenant c'était à elle de faire face. Qu'il essayait, dit Carole, et la tremblote avait disparu de sa voix. Elles l'affronteraient ensemble. L'humiliation de Thierry se mua en rancœur. Dans les jours suivants, sa vie se délita. L'affaire du dojo se répandit comme une traînée de poudre dans le milieu local des arts martiaux. D'abord des chuchotements, l'idée absurde que le grand Thierry Vasseur ait été mis à terre par une enfant semblait inacceptable, mais ses propres élèves avaient été témoins. Benoît en particulier se sentit tenu par la vérité. Il ne colportait pas de ragots, mais lorsqu'on interrogea des responsables d'autres dojos, il raconta avec calme et certitude ce qu'il avait vu. Le récit resta constant. Thierry avait humilié une femme de ménage, avait provoqué sa fille, et une frappe d'une précision chirurgicale l'avait neutralisé. Vasseur tenta de retourner la situation. Il affirma que la fillette avait utilisé un tasseur qu'on l'avait roulé, qu'on lui avait tendu un piège. Ses versions changèrent sans cesse, et son désespoir devint visible. Sa base d'élèves s'effrita qui voulait apprendre auprès d'un maître si aisément et si complètement déconsidéré, surtout dans de telles circonstances indignes. Le dojo Phénix, élevant autrefois Prosper, se vida. Ses finances s'effondrèrent. Il avait investi tout son argent et son ego dans le dojo. En moins d'1 mois, il dut déposer le bilan. La banque saisit les lieux, la pancarte à vendre, apposée à la vitrine de son ancien royaume, fut le dernier clou dans le cercueil de sa carrière. La prédiction d'Abigaël s'avéra glaçante de justesse. Un homme qui n'a plus rien à perdre est dangereux. La haine de Thierry ne s'éteignit pas avec son affaire. Elle se concentra, se durcit, en une perle noire de ressentiment, et tout son courroux se fixa sur Carole et sa fille. Il commença par harceler Carole. Il retrouva où elle faisait des petits boulots de ménage et lança une campagne de calomnie, appelant ses employeurs pour dire qu'elle volait, accusant sa fille d'être une délinquante violente. Il vint traîner devant ses lieux de travail, attendant silencieux et menaçant. Il ne la toucha jamais, ne la menaça pas ouvertement. Il se tenait là, regard fixe, haine glacée. Un par un, ses employeurs la congédièrent. Personne ne voulait le tracas d'un homme colérique rôdant devant leur établissement. Bientôt leur unique source de revenus disparut et la vie d'expulsion n'était pas loin. Carole était terrifiée, mais elle tenta de le cacher à sa fille. Elle passa ses journées à chercher du travail, pendant que la venin de Thierry la suivait partout,
Sa réputation la précédait et fermentait contre elle. Abigaël vit les conséquences, les cernes sous les yeux de sa mère, la façon dont elle sursautait à chaque bruit inattendu, la pile de factures non payées sur la table. Un poids de culpabilité écrasa la fillette. C'était de sa faute. Elle avait ouvert la boîte que son grand-père lui avait demandé de garder fermée. Et maintenant, un monstre était sorti. Elle comprit qu'elle devait agir. Les leçons de son grand-père n'étaient pas que des techniques. C'étaient des stratégies, une manière de comprendre l'adversaire et de trouver une issue là où il n'y en a pas. Ne combats jamais selon les règles de ton ennemi. Résonnait la voix de Papy Michel dans sa mémoire. S'ils veulent un coup de poing, réponds par une partie d'échecs. S'ils crient, chuchote. Change le champ de bataille, contrôle le récit. Voilà la clé. Thierry fermait son combat dans l'ombre avec des mensonges et de l'intimidation. Abigaël comprit qu'il fallait le tirer à la lumière. Le champ de bataille devait changer. Elle ne pouvait l'affronter sur son terrain de terreur nocturne. Elle devait créer un espace de lumière et de vérité. Son plan commença à se dessiner, non pas comme un tableau achevé, mais comme une série de fragments reliés par les principes stratégiques de son grand-père. Première règle, connaître son ennemi. Thierry Vasseur était un homme mu par son ego. Toute son identité reposait sur l'image d'un homme fort puissant et maître de la situation. Sa campagne de harcèlement n'était que l'acte désespéré d'un homme ayant perdu tout contrôle et cherchant à le reprendre en les détruisant. Il était prévisible et sa colère le rendait maladroit. Deuxième principe, réunir des renseignements. Il lui fallait des preuves. Thierry faisait attention à ne pas proférer de menaces physiques explicites, rendant ses actes difficiles à signaler. Aux forces de l'ordre, sa parole contre la leur. Elle avait besoin de quelque chose d'indéniable. Troisième principe, et le plus important, choisir le terrain. Elle ne pouvait pas laisser la confrontation finale avoir lieu dans une ruelle sombre ou sur un parking désert. Il fallait un lieu public où ses tactiques d'intimidation habituelles deviendraient inefficaces. Elle avait aussi besoin d'un allié. Une seule personne lui venait à l'esprit, quelqu'un qui avait vu la vérité cette nuit-là et qui aurait le courage de la dire. Il lui fallut 2 jours pour retrouver Benoît. Elle se souvenait du nom du dojo sur l'enseigne, une rapide recherche sur Internet la mena vers la page du club sur les réseaux sociaux. Même si la page était désormais remplie de commentaires en colère et d'avis négatifs, elle fouilla les anciens posts jusqu'à trouver des photos d'un tournoi régional quelques mois plus tôt et parcourut les visages des élèves posant avec leurs trophées jusqu'à repérer Benoît. Donc la légende donnait son nom complet. De là ce fut une autre recherche cette fois, dans l'annuaire en ligne du lycée du coin. Un seul Benoît Martin correspondait, et l'établissement n'était pas loin du sien. L'après-midi suivant, elle attendit de l'autre côté de l'entrée du lycée, le cœur battant. Elle se sentit déplacée parmi la foule d'élèves plus âgés, mais pensa au visage fatigué de sa mère et rassembla son courage. Quand il sortit avec des amis, elle l'appela Benoît, et il se retourna surpris. Elle traversa la rue et s'approcha. « Je suis Abigaël, petit, dit-elle, au cas où il ne la reconnaîtrait pas du dojo. » La reconnaissance puis la surprise illuminèrent son visage. « Bien sûr que je me souviens. Ça va ?» demanda-t-il avec inquiétude. « Non, » répondit-elle franchement. « Ce n'est pas fini avec Thierry. Il harcèle ma mère, il lui a fait perdre ses autres emplois. On est dans la merde. J'ai besoin de ton aide. » Elle lui raconta tous les appels, le guet-apens nocturne, la menace d'expulsion. Benoît écouta le visage s'assombrissant à chaque détail.
Je savais qu'il était odieux, mais pas à ce point, dit-il secouant la tête. C'est maléfique. La police ne pourra pas faire grand-chose, expliqua Abigail. C'est dur à prouver. J'ai besoin d'un témoin et de preuves. J'ai un plan, mais je ne peux pas le faire seul. Qu'est-ce qu'il faut? Je suis avec toi, répondit Benoît sans hésiter. C'est quoi le plan? Pendant la semaine suivante, ils mirent son plan à exécution. Carole décrocha un petit contrat de nettoyage temporaire dans un immeuble de bureau du centre en travail de nuit, l'opportunité idéale. Benoît, armé de l'appareil photo performant de son nouveau smartphone, devint leur expert en contre-surveillance. La première nuit, il s'installa dans un café, en vis-à-vis de l'immeuble, comme Abigail l'avait prévu. Il ne fallut pas longtemps avant qu'un véhicule utilitaire cabossé une Kangoo ou un partner n'apparaisse et se gare à 2 pâtés de maison, Thierry restant à l'intérieur immobile, le visage faiblement éclairé par l'écran de son téléphone, en direction de l'entrée du bâtiment. Benoît le filma plus d'1 heure durant plan fixe et inébranlable, documentant la présence calculée et intimidante du véhicule. Ils répétèrent l'opération 3 nuits de suite chaque nuit. Thierry était là, prédateur, silencieux, attendant dans l'ombre. Les vidéos horodatées sur le téléphone de Benoît fournissaient des heures de preuves, montrant un schéma de traque clair et indéniable, le renseignement dont ils avaient besoin. Mais il était temps de changer le champ de bataille. Abigail savait que simplement livrer ces vidéos à la police pouvait amener un avertissement, mais ne réglerait pas leurs problèmes, ni ne restaurerait la réputation de sa mère. Une ordonnance de protection n'était qu'un papier, pour un homme comme Thierry, qui deviendrait alors plus sournois. Il fallait lui ôter sa capacité même de les harceler, enlever sa crédibilité, son dernier instrument de pouvoir. La communauté locale possédait un forum en ligne, très fréquenté, une page Facebook appelée Voisins-Doak, un endroit où l'on recommandait des plombiers, annonçait des vides-greniers et de temps à autre exposait des doléances. La page était modérée par une femme respectée du quartier, une institutrice à la retraite nommée Madame Gabel. C'était en quelque sorte la place du village à l'ère numérique. C'était là que se tiendrait son champ de bataille. Avec l'aide de Benoît, Abigail rédigea un post. Ce n'était ni un cri de colère, ni une accusation véhémente, mais un texte posé factuel, écrit du point de vue d'une fille inquiète. Le message commençait ainsi, appel public à l'aide pour ma mère, Carole Petit. Je m'appelle Abigail. Ma mère est la personne la plus travailleuse que je connaisse. Depuis quelques semaines, elle est la cible d'une campagne de harcèlement menée par un homme nommé Thierry Vasseur, ancien propriétaire du dojo Phoenix Élevant. Elle détaillait ensuite les faits, la perte des autres emplois de Carole, à cause d'appels calomnieux, la surveillance nocturne, la peur, la menace d'expulsion. Le ton restait simple et direct, présentant sa mère comme la victime, ce qu'elle était, et Thierry comme l'agresseur. Puis vint la partie cruciale du plan. Elle n'afficha pas tout de suite les vidéos de preuve. Au lieu de cela, elle tendit un piège. Le poste se terminait par « Cet homme reste chaque soir des heures devant le lieu de travail de ma mère pour l'intimider. Nous avons des preuves. Nous disposons d'heures de vidéos. Nous lui demandons publiquement d'arrêter. Laissez notre famille tranquille. Nous voulons juste vivre en paix. » Elle tagua directement Thierry Vasseur. Son profil Facebook était public et ses publications récentes n'étaient qu'une suite de diatribes amères sur la faillite de son entreprise et l'injustice du monde. « Pourquoi ne pas poster les vidéos tout de suite ?» demanda Benoît en relisant l'ébauche. « C'est le coup de grâce. Parce qu'un chaos n'est pas ce dont nous avons besoin. » répondit Abigail, la voix de son grand-père résonnant doucement dans sa tête. « Il faut le discréditer maintenant. »
C'est un intimidateur sans visage. Donnons-lui une scène, et il s'en chargera lui-même. Son ego ne résistera pas. » Ils publièrent tard, un vendredi soir, au moment d'activité en ligne maximale, puis attendirent. Il fallut moins de 10 minutes. La réponse de Thierry apparut en commentaire, exactement comme Abigail l'avait prévu, un torrent de rage, de plaintes et de mensonges éhontés. « C'est de la diffamation », écrivit-il en majuscules, trahissant sa colère. « Cette petite peste devrait être arrêtée. Elle m'a agressé dans mon propre dojo. Sa mère est une aide ménagère paresseuse que j'ai été obligé de virer pour incompétence. Il tente de m'extorquer de l'argent parce que mon affaire a échoué. Je ne les ai jamais harcelés. C'est un mensonge total. J'appelle mon avocat. » La page explosa. Les gens prirent parti. Ceux qui connaissaient Thierry le défendirent, le présentant comme un commerçant respectable, mais d'autres furent troublés par le ton de sa réponse. Hurler en majuscules et attaquer un enfant ne le faisait pas passer pour une victime. Madame Gabel intervint. « Monsieur Vasseur, c'est une accusation grave. La jeune fille affirme détenir des preuves vidéo de votre harcèlement. Dites-nous, ces vidéos n'existent-elles pas ?» Aveuglé par la rage, Thierry tomba droit dans le piège. « Elles n'existent pas. C'est un bluff. Ils mentent. Je n'ai jamais été près du lieu de travail de cette femme. Qu'ils montrent donc ces soi-disant vidéos. Ils ne le peuvent pas parce que c'est un mensonge. Il avait mordu à l'hameçon. Il ne s'était pas contenté de nier le harcèlement. Il avait nié l'existence même des preuves traitant publiquement Abigail de menteuse et misant son crédit sur l'affirmation que la vidéo était un faux. Abigail prit une profonde inspiration. « D'accord, Benoît, dit-elle. » Benoît chargea alors la première vidéo 5 minutes, montage condensé de la surveillance de la première nuit. On y voyait clairement la rue, l'immeuble de bureau et le camion garé dans l'ombre. Benoît avait même zoomé suffisamment pour capturer, même granuleuse, une image du visage de Thierry, éclairée par l'écran de son téléphone, et le rodatage était bien visible dans un coin. Il posta la vidéo avec une légende simple et implacable « Vidéo du lundi soir ». Comme vous pouvez le voir, M. Vasseur ment. Nous en avons d'autres. L'effet fut instantané, comme jeter un rocher dans une mare. Le ton de la conversation bascula. Ceux qui défendaient Thierry se turent. Les indécis furent horrifiés. Il a dit qu'il n'était jamais là, c'est clairement lui. Et c'est son véhicule. C'est flippant. Il harcèle cette pauvre femme. Madame Gabel republiqua alors d'un ton désormais glacial. « Monsieur Vasseur, vous avez été pris en flagrant délit de mensonge grave. Un tel comportement est inacceptable dans notre communauté. » La réponse de Thierry se décomposa en dénégation paniquée et incohérente. La vidéo serait truquée, falsifiée. Ce n'était pas son camion. Le mal était fait. La crédibilité de Thierry n'était pas seulement fissurée, elle avait volé en éclats. Benoît publia ensuite la seconde vidéo du mardi soir, puis la troisième du mercredi. Chacune était un nouveau clou enfoncé dans le cercueil de la réputation de Vasseur. Il avait bâti son identité sur l'image d'un homme fort maître de son domaine. Désormais, sous la lumière crue et impitoyable de la place publique numérique, il apparaissait tel qu'il était vraiment, un menteur, un tyran et un lâche qui traquait les femmes dans l'ombre. La bataille était finie. Abigail avait gagné sans donner un seul coup de poing. Elle avait utilisé la vérité comme arme et l'ego de son adversaire comme levier pour le vaincre. Le lendemain matin, on sonna à la porte de leur appartement. Carole et Abigail échangèrent un regard inquiet. Carole ouvrit pour découvrir un policier et Madame Gabel dans le couloir. Madame Petit
dit l'agent avec bienveillance, nous avons reçu plusieurs appels concernant le harcèlement dont vous êtes victime. Madame Gabel nous a transmis la discussion en ligne. Nous avons assez d'éléments pour établir une ordonnance restrictive officielle, et je pense que nous avons une base solide pour des poursuites pour harcèlement. Madame Gabel s'avança les yeux, pleins de chaleur et de compassion. « Et j'ai passé ma matinée au téléphone », dit-elle en brandissant un petit carnet. « J'ai parlé à vos anciens employeurs. Une fois qu'ils ont compris la situation, ils étaient horrifiés. 2 d'entre eux vous proposent déjà de reprendre votre poste, et d'autres commerçants locaux m'ont contacté pour savoir si vous cherchiez du travail. Cette communauté prend soin des siens, ma chère. Nous ne laisserons pas un intimidateur gagner. » Des larmes coulèrent sur les joues de Carole, mais pour la première fois depuis des semaines, c'étaient des larmes de soulagement et non de peur. La suite fut rapide. Menacé de poursuites et couvert de honte publique, Thierry Vasseur quitta la ville. Son véhicule utilitaire fut aperçu en direction du nord, sur l'autoroute, et il ne reparut jamais à Oak. Il était devenu un fantôme banni par la communauté qu'il avait tenté de terroriser. La vie de Carole et d'Abigaël reprit peu à peu son cours. Mais ce n'était plus le même quotidien. Carole retrouva son meilleur emploi, et grâce au soutien du quartier, elle éprouva une sécurité qu'elle n'avait jamais connue. Le nuage de peur qui pesait sur elle s'était dissipé, remplacé par le soleil d'un avenir plus clair. Un samedi après-midi ensoleillé, quelques semaines plus tard, Abigaël se trouvait dans le petit jardin collectif, derrière leur immeuble, à soigner un carré de tomates. Elle sentit une présence derrière elle, et se retourna pour voir Benoît tenant un petit paquet maladroitement emballé. « Je t'ai apporté quelque chose, » dit-il un peu gêné, « pour te remercier de m'avoir appris quelque chose d'important. » Abigaël défit l'emballage. C'était un petit carnet relié en cuir et un joli stylo. « J'ai compris, » dit Benoît, en se balançant d'un pied sur l'autre, que ce que tu as fait, c'était le véritable art martial, la stratégie, la discipline, utiliser ton esprit plutôt que tes poings. J'ai quitté le dojo. Je me suis mis aux échecs. Je me suis dit que je devais écrire ce que j'apprends. » Abigaël sourit un vrai sourire large qui éclaira ses yeux. « Papy Michel aurait aimé ça, dit-elle. Il répétait toujours que le muscle le plus fort est celui entre tes oreilles. » Elle regarda le carnet dans ses mains. Il avait le poids d'un nouveau départ. Elle pensa à l'héritage de son grand-père. Il lui avait appris à se battre, oui, mais surtout à être forte dans un monde rempli de monstres de toutes sortes. Il lui avait donné des outils, et elle commençait, enfin, à comprendre comment les utiliser. Elle avait protégé sa mère, elle avait honoré sa promesse. Et elle avait appris la leçon la plus importante. La vraie force ne réside pas dans la puissance d'un coup, mais dans la capacité à rester debout, dans la lumière armée de rien d'autre que la vérité. Le secret que sa famille avait gardé pendant 20 ans était désormais révélé non comme une arme de violence, mais comme le témoignage de la sagesse durable d'un vieux soldat discret. Et dans le calme paisible du jardin, Abigaël sut avec une certitude qui s'ancrerait au plus profond de ses os que son grand-père aurait été très très fier. Et c'est là que nous allons clore l'histoire pour aujourd'hui. Chaque fois que j'en partage une, j'espère qu'elle vous permet de sortir un peu du quotidien et de dériver quelques instants. J'aimerais savoir ce que vous faisiez, en l'écoutant peut-être vous détendre après le travail, lors d'un trajet nocturne, ou simplement en train de vous relaxer. Laissez un mot en commentaire, je les lis vraiment tous. Et si vous voulez être sûr que nous nous retrouvions, un like et un abonnement font une énorme différence. Nous cherchons toujours à améliorer nos récits, alors n'hésitez pas à donner vos retours en bas.
Merci d'avoir partagé ce moment avec nous.